Bonjour tout le monde, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je dois quand même remercier Lisa pour son invitation à cette coordonnatrice parce qu'elle a remercié tout le monde. Merci. Il est là, c'est bon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Digital Storytelling, donc un projet qu'on mène actuellement à l'UQAC en collaboration avec des chercheurs aussi de l'UQO qui sont inscrits là sur le tableau. Ah, c'est bon. Merci. Donc, la présentation va se décliner en 4 parties. Donc, d'abord, une brève mise en contexte. Je vais vous présenter la méthode du Digital Storytelling. Ensuite, quelques résultats préliminaires. C'est un projet qui est quand même en cours actuellement. Des synthèses et conclusions à la fin. Donc, je te laisse tenir le temps. Ça, c'est que je parle. Donc, la mise en contexte, il y a plusieurs catastrophes naturelles, en fait, qui ont eu lieu dans la région de l'Outaouais depuis 2017. Donc, ça fait en sorte que les jeunes qui vivent dans cette région-là ont été susceptibles de vivre un cumul de catastrophes. Donc, il y a eu des inondations en 2017, en 2019, en 2023. Il y a eu une tornade en 2018 et également la pandémie mondiale qui a affecté aussi ces jeunes-là. Donc, ça nous a amené, comme chercheurs, à se demander comment vivaient les jeunes qui étaient en contexte de pandémie, comment ils vivaient ça. Puis, on s'intéressait à voir s'il y avait une différence entre ceux qui avaient vécu des catastrophes naturelles antérieures et ceux qui n'en avaient pas vécu. Donc, ici, vous avez des images de la tornade. En fait, la tornade, elle est passée à Gatineau. Dans sa trajectoire, elle a causé un incendie. Dans l'école secondaire Mondieu, une école à indice de défavorisation sociale et matérielle élevée, qui accueille beaucoup d'élèves immigrants aussi. Ça a engendré chez ces familles-là une relocalisation du domicile familial pour de nombreuses familles, mais aussi une relocalisation du milieu scolaire. Et ils ont juste intégré l'école cette année à l'automne 2023. Donc, ils ont été vraiment longtemps dans des locaux qui n'étaient pas du tout adaptés pour leurs apprentissages. On a aussi un milieu rural qui nous a particulièrement intéressés, qui est le Pont-Cac. Donc, ils ont vécu des inondations en 2017, 2019 et 2023. Donc, on a fait une première étude qui a été financée par le CRSH dans laquelle on se demandait justement quels étaient les impacts, dans le fond, d'avoir vécu des catastrophes naturelles antérieures, puis comment le vécu des jeunes pouvait être inquiet de ça dans le contexte de la pandémie. On a collaboré avec 2 écoles sur les territoires dont je vous ai parlé. Et dans le fond, c'est une étude mixte qu'on a réalisée d'abord par questionnaire auprès de 1307 jeunes. Puis aussi, on a fait des entrevues de groupe auprès de ces jeunes-là. Et ce qu'on s'est rendu compte, là, c'est que les jeunes qui avaient vécu des catastrophes naturelles antérieures allaient moins bien sur plusieurs indicateurs de santé mentale notamment. Donc, ils étaient plus nombreux à des symptômes dépressifs, du stress post-traumatique, de l'anxiété. Et c'était des jeunes aussi qui avaient davantage de pensées d'automutilation. Dans la littérature, il y a des résultats qui sont discordants quand on parle d'exposition à des catastrophes et à un cumul de catastrophes, en fait. Il y a certaines études qui nous disent que le fait d'avoir été exposé à une catastrophe antérieure, ça fait en sorte qu'on développe des mécanismes, des stratégies d'adaptation qui font en sorte qu'on a plus de facilité à s'adapter lorsqu'un autre événement survient. Par contre, il y en a d'autres qui vont dire que ça va plutôt engendrer un épuisement des ressources, notamment chez les jeunes, et qui vont avoir plus de difficultés à faire face à un autre événement stressant. Donc, nos résultats vont plutôt dans ce deuxième sens, malheureusement. Donc, les images que vous voyez, c'est que le projet a été choisi par la campagne numérique du CRSH. Ça a fait l'objet de la première vitrine de la recherche au Parlement en printemps dernier. Et ça nous a amené ces résultats-là à nous questionner comme équipe de recherche, qu'est-ce qu'on peut faire comme chercheurs pour donner une voix à ces jeunes-là, pour mieux comprendre leur réalité et pour faire partie de la solution. Ça nous a amené, dans le fond, à présenter des demandes de financement qui ont heureusement fonctionné. Donc, une pour le milieu rural avec le risque, donc on avait dit, inondation intersectorielle du Québec, puis une en milieu urbain qui a été financée par le CRSH. Qui visait vraiment à utiliser le digital storytelling, dans le fond, avec ces jeunes-là. Donc, la méthode, qu'est-ce que c'est le digital storytelling? En fait, c'est une façon de raconter une histoire avec des médiums numériques, que ce soit des images, des vidéos, de la narration audio, de la musique. Donc, plusieurs médiums peuvent être utilisés. Et nous, on a utilisé une démarche en 4 temps. C'est basé sur le Story Center, la façon
ils déploient un peu leur méthode de digital storytelling, puis c'est souvent la méthode qui est utilisée aussi dans les recherches qui ont été faites sur cette question-là. Donc, une phase préparatoire qu'on a faite au printemps dernier, ensuite une phase de travail qu'on a déclinée en 4 ateliers de digital storytelling avec les jeunes. Puis les 2 dernières phases, là, ben, sont à faire. Donc, on est un peu dedans en ce moment. Donc, la phase préparatoire, on a fait au printemps dernier des entrevues avec 16 jeunes qui se sont portés volontaires. Et on a regardé un peu leur parcours depuis les inondations de 2019. On a utilisé le calendrier historique de vie. Moi, un petit exemple ici, c'est très petit, mais ça peut pour vous donner une idée de ce à quoi ça a ressemblé. Ça a permis de structurer le discours de ces jeunes-là depuis l'événement dans différentes trajectoires de vie, que ce soit au niveau personnel, scolaire, social ou familial. Et en discutant avec eux, à la fin, on leur demandait c'est quoi les points tournants dans ton parcours, tant positif que négatif. Et c'est ce que vous voyez dans le tourné. Donc, les jeunes, ben, il y avait à leur disposition des crayons de couleur, des images, donc ils pouvaient vraiment utiliser différents éléments pour créer leur vie. Donc, ici, on l'a simplement refait là, numériquement, là, mais c'était fait vraiment au crayon pour les jeunes. Donc, la phase de travail, on a fait vraiment 4 ateliers avec les jeunes, avec 12 des 16 jeunes qui avaient participé au premier volet de la recherche et qui étaient intéressés, dans le fond, à continuer de travailler avec nous. Donc, avec ces 12 jeunes-là, on a fait les 4 ateliers. On a d'abord fait un premier atelier qui nous permettait de rédiger, dans le fond, des récits numériques avec les jeunes. Donc, on a fait une activité brise-glace, on leur a expliqué c'était quoi la méthode du digital storytelling. Puis ensuite, on a utilisé, dans le fond, le contenu des premières entrevues qu'on avait fait avec les 16 jeunes pour créer un jeu de cartes. Donc, vous voyez un peu, il y a des cartes jaunes qui parlent un peu des caractéristiques des catastrophes. Donc, qu'est-ce qui ressortait dans le discours des jeunes, un peu les faits saillants. Les cartes roses qui étaient plus au niveau des personnes, dans le fond, qui nous avaient parlé. En respectant évidemment la confidentialité, on ne mettait pas toutes les informations, mais quelques informations. Puis les points tournants, positifs ou négatifs, là, que la catastrophe pouvait avoir engendré dans leur vie. Si on a utilisé ça, en fait, c'est qu'on voulait laisser la chance aux jeunes soit de parler de leur propre vécu ou encore de construire une histoire qui est fictive et qui s'inspire dans le fond du vécu collectif. Parce qu'on sait que vivre une catastrophe, pour certains de ces jeunes-là, il y en a 5 que vraiment leur maison, leur terrain ont été inondés. Certains ont tout perdu, ont dû reconstruire leur maison. Donc, il y a un vécu quand même assez traumatique pour certains jeunes. Donc, on voulait qu'ils aient le choix un peu d'aborder leur propre vécu ou non. Donc, un premier exercice d'écriture spontanée qu'on leur demandait de faire dans leur pays, participants, vous avez l'image du cahier avec lequel ils ont cheminé pendant les 4 ateliers. Et on leur demandait par la suite, en équipe, de choisir les éléments de l'histoire qu'ils souhaitaient raconter. Donc, il y en a qui ont vraiment choisi l'histoire qui était la leur. Il y en a qui ont fait un amalgame de différentes histoires, incluant la leur. Donc, après, on leur demandait vraiment un texte entre 250 et 375 mots à faire en équipe. Donc, il y avait 6 vidéos qui ont été construites. Donc, ensuite, la même journée, le deuxième atelier, c'était l'élaboration du scénarinage. Donc, comment on planifie l'histoire. On les a fait travailler sur des grands cartons sur lesquels il y avait 20 cases. Et là, bien, avec des post-it, on avait une petite imprimante aussi pour imprimer des photos. Bien, les gens essayaient de construire leur histoire, puis voir un peu comment ils allaient introduire l'information et tout ça. Donc, ils ont partagé leur texte aussi à la fin de la journée, donc les textes qu'ils avaient produits en équipe aux autres membres du groupe. Puis, ils posaient des questions aussi sur des éléments sur lesquels ils étaient incertains. Le groupe permettait de bonifier certaines idées. Donc, à la fin, on a fait un retour sur l'expérience avec une entrevue. On a fait un cercle de partage qui a été enregistré, retranscrit. Puis, ils devaient aussi, dans leur cahier du participant, ils étaient invités à répondre à un certain nombre de questions réflexives. L'atelier 3, on est retourné un mois plus tard. Donc, ça a permis aux jeunes aussi d'un peu élargir leur matériel, d'aller chercher des nouvelles photos, des nouvelles vidéos, d'en parler autour d'eux, puis d'aller chercher du nouveau matériel. Ça leur a permis aussi, on est revenu sur l'outil Canva. On leur a vraiment fait une formation d'outil Canva, qui est un outil que certains connaissaient déjà, qui était pris en charge dans le milieu scolaire.
On a corrigé les récits numériques vraiment à la demande des jeunes parce que c'est des jeunes qui parlent beaucoup en anglais dans leur milieu familial et on leur avait laissé le choix de faire la vidéo soit en français, soit en anglais. Ils souhaitaient tous faire la vidéo en français, mais ils voulaient s'assurer de ne pas faire de fautes. Puis on a fait le montage avec eux, des images, des textes et des vidéos. Donc, le dernier atelier, ceux-là se sont passés sur 2 jours distincts. Ça nous a permis d'accompagner les jeunes dans les derniers ajustements, les transitions, la narration pour ceux qui voulaient en faire, puis un retour sur l'expérience dans le temps de vie. Donc, les phases à venir, on a une phase de diffusion. On est en train d'organiser avec les élèves là, du milieu rural. Donc, on va faire une exposition vivante de leurs œuvres avec les personnes qu'ils ont choisi d'inviter, les parents, les membres du personnel scolaire, certains élus municipaux, les autres élèves de l'école. Puis, on veut faire des entrevues de groupe suite à ça pour pouvoir un peu documenter les retombées que ça a pu avoir pour eux, mais aussi le fait que perçu par les membres du personnel scolaire et les parents. On a évidemment une phase d'analyse parce qu'on a beaucoup de matériel qu'on a recueilli. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter là, très brièvement ce qui repart des cahiers du participant. Donc, vous avez ici le profil de nos 12 participants. On a donné des noms fictifs, donc ils sont âgés entre 13 et 15 ans. Les 5 avaient vraiment eu une discussion plus importante que les autres, ont été plus perturbés dans le fond par les inondations. Je vais passer l'exemple de vidéo. Je ne connais pas le temps, malheureusement. C'est un exemple parmi les 6 qu'on a mis. Ah. Donc, les retombées perçues, qu'est-ce qu'ils nous ont dit, dans le fond, dans leur cahier de participants? C'était de différents niveaux. Dans le fond, ils ont dit que ça leur faisait du bien de s'exprimer sur les inondations parce que souvent, dans leur milieu familial, si vous observez suite à d'autres catastrophes, c'est des sujets qui sont un peu tabous. Les gens n'ont pas l'occasion de s'exprimer là-dessus. Donc, le fait de pouvoir s'exprimer, de voir les autres s'exprimer, ça fait en sorte qu'on peut recevoir du soutien, on peut normaliser aussi certaines réactions qui sont vécues. Donc, ça, c'est quelque chose qui est plutôt ressorti dans leur discours. Ensuite, ils ont vraiment ressenti un grand sentiment de solidarité entre eux et envers la communauté. Donc, lorsqu'il y a eu les inondations dans le Pontiac, il y a vraiment eu beaucoup de jeunes qui ont fait du bénévolat. Sur les 12, il y en a 9 qui avaient participé au sac de sable, à l'évacuation, etc., même s'ils étaient jeunes à ce moment-là. Donc, il y avait vraiment un sentiment d'appartenance à la communauté qui était très fort, qui a été donné. Puis, on fait différents apprentissages au niveau du français. Je trouvais que ça avait amélioré leur français, que c'est un exercice agréable à faire comme français, finalement. Et l'utilisation de l'outil Canva a été appréciée. Au niveau des facteurs d'influence, on leur demandait tant positivement que négativement qu'est-ce qui avait influencé leur expérience. Donc, on peut aimer le travail d'équipe, connaître de nouvelles personnes, pas nécessairement travailler sur leur histoire, donc prendre une distance aussi par rapport aux événements. C'est quelque chose qui a été nommé par plusieurs jeunes. L'organisation de la démarche, ils ont beaucoup aimé la séquence d'ateliers, mais malheureusement, quand on a fait le 4e atelier, les jeunes étaient en période d'examen juste après la grève, donc ce n'était pas un très bon timing, on ne savait pas malheureusement, ça leur posait un petit peu de stress. Ils ont beaucoup aimé la présentation des récits numériques. Donc, même s'ils étaient gênés de présenter leur propre réalisation, ils étaient vraiment contents de voir celles des autres, puis vraiment émus aussi, puis ils ont eu des beaux témoignages après avoir regardé là, les réalisations de leurs collègues. Donc, en conclusion, en fond, il y a beaucoup de défis éthiques, méthodologiques qui sont inhérents à la participation des jeunes ayant été exposés à des catastrophes, à des processus de recherche. Nous, on trouve que c'est important d'impliquer les jeunes dans ces processus-là, de leur donner une voix, que ça a beaucoup de retombées, puis ils nomment énormément les jeunes, que ça a beaucoup de retombées positives dans leur vie, que ça a même parfois un effet thérapeutique. C'est eux qui le payent comme ça. Donc, c'est une méthode aussi de digital solidarité qui a beaucoup d'avantages, selon nous. Donc, je vous ai parlé des étapes à venir dans l'équipe de deux.